Et bienvenue au dernier panel de la journée. Certes, on a moins de personnes présentes, mais on est sûr que les personnes présentes sont très intéressées par ce qui va être présenté. De toute façon, tout est filmé. Ça va être des milliers de personnes qui vont regarder ce qu'on va dire et ce sur quoi on va échanger. Je souhaite la bienvenue à nos panélistes, donc Madame Rim Tehraoui, donc Chair of Hub France IA and REM Adaptive and Regenerative Solutions France. Bienvenue. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Jalal Bouabdallah, donc founder de Digital Bridges, Algérie. Bienvenue. Monsieur Khaled Bendris, CTO de Wivio, Tunisie. Bienvenue. Et Monsieur Zied Becha, CEO Clevery. Et dans Clevery, il y a Clever. C'était pas par hasard, hein? Voilà. Donc, bienvenue. Je vais commencer par vous, Monsieur Khaled Bendris. On parle beaucoup de détection automatisée, mais très peu de threat hunting proactif, n'est-ce pas? Yes, tout à fait. Très bonne question et introduction au sujet. Vous m'entendez là tous? Oui. On peut se rassembler. Non, ça va. Non, c'est Laissez-les tranquilles. Ils sont heureux là où ils sont. Ils ne sont pas là par hasard. Exactement, exactement. En fait, aujourd'hui, dans la cybersécurité, qui est bouleversée par l'IA, les analystes et les Security Operating Centers sont plutôt dans le réactif. Ils sont submergés par les alertes qui sortent et ils sont ici dans la défense d'une alerte qui sort et on ne sait pas si c'est une bonne faux positif ou c'est réel ou autre. Le fameux faux positif. Exactement. Et du coup, il faut savoir que si une alerte est sortie, c'est que quelqu'un qui est positif, c'est que quelqu'un est déjà dans le réseau et le mal est fait. Et ce que je prône et ce que je pousse à faire avec l'IA, c'est de dire aujourd'hui, avant que cet accident, cette attaque se réalise, il faut falloir faire du threat hunting proactif. Il faut utiliser l'IA, utiliser le savoir-faire des experts et le modéliser de telle sorte que les signaux faibles dans le réseau, les alertes qui sortent, qui ont attaqué par exemple le secteur bancaire, alors automatiquement, on est un threat hunting proactif, dans le sens où des algorithmes peuvent nous aider à regarder des corrélations entre les actions et de dire, ah, l'attaquant va utiliser cette opération avec telle façon, dans des hypothèses. Et derrière ça, le guider petit à petit à ce qu'il se protège proactivement avant qu'il soit tard. Et surtout que utiliser l'IA aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est quelque chose d'obligatoire. C'est quelque chose, quelqu'un qui va en défense sans IA, c'est comme quelqu'un qui va dans une fusillade avec un couteau. Même pas, avec une paille. Exactement. Carrément. Merci beaucoup. Je vais poser la question à Monsieur Jalal Bouabdallah. Donc, l'IA comme outil de défense. Mais justement, quand on dit défense, c'est qu'il y a une attaque. Ceux qui attaquent aussi utilisent l'IA, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Bonjour, ça marche. bonjour à tous et à toutes. Alors, oui, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, la plupart du temps, on pense beaucoup plus à du ChatGPT, du Claude, du Perplexity, de l'IA génératif. Et aujourd'hui, l'IA, moi je dirais, c'est un couteau à double tranchant, ou plutôt un sabre à double tranchant. Et tout dépend, moi j'aime bien ramener toujours des concepts, c'est pas des concepts de pop culture. Je dirais qu'il y a le côté de la force et le côté obscur de la force. Et le côté obscur de la force fait très peur. En fait, aujourd'hui, on voit beaucoup d'attaques. Et cette année 2025, 2024 et 2025, ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup d'attaques qui ont été utilisées, on va dire, de l'IA génératif, aujourd'hui ce qu'on appelle de l'IA, de la dark IA, qui est utilisée un petit peu dans ce
qu'on appelle le dark web. Donc aujourd'hui, la dark IA utilise des APT, utilise de l'automatisation pour envoyer du phishing, pour utiliser aujourd'hui on utilise même de l'IA pour faire du ransomware as a service. Donc il y a beaucoup de choses dans ce sens-là. Donc là, il va falloir travailler beaucoup sur cet aspect-là pour un petit peu réguler et je dirais aussi pour se prévenir. Donc si on ne sait pas l'utiliser, si on ne met pas des garde-fous, donc on va voir l'IA être utilisée dans d'autres secteurs qu'il ne faut pas. C'est la même chose qu'il y a eu avec Oppenheimer Oui, dans l'utilisation du nucléaire. tout à fait. Justement, il y a un exemple très frappant que je vais citer qui a eu lieu récemment. Un jeune homme dont la grand-mère a été la victime d'un scammer qui a utilisé, enfin voilà, ce petit-fils a créé une IA. Il a créé une IA pour défendre sa grand-mère et les grand-mères et les personnes qui ne sont pas très averties côté. Il a appelé comme sa grand-mère, il appelait Madeleine. Donc le scammer, quand il appelle, il tombe sur Madeleine, qui va lui répondre avec la voix d'une personne et qui connaît rien. C'est au Et niveau voilà. c'est O2, c'est en Grande-Bretagne qui a été lancée. Elle est très connue cette IA. Voilà. En fait, IA, elle est Vous utilisée la pour- connaissez? Voilà. En fait, ça fait tourner. C'est des anti-scammers. En fait, ça le fait tourner Voilà. tout le monde. Mais vraiment, Jusqu'à ce qu'il s'énerve, jusqu'à ce que le scanner Jusqu'à ce que le s'énerve et scanner- laisse tomber. Ce qui cherche à prendre les données bancaires et les. Voilà. Oui. Mais par contre, il y a autre chose. Au fait, aujourd'hui, si vous recherchez un petit peu ce qui est utilisé dans l'IA dans le mauvais sens, dans le côté obscur, vous avez l'utilisation des deepfakes. Et vous avez la plus grosse arnaque qu'il y a eu dernièrement. Donc, ce qu'on appelle sur les attaques phishing, il y a quelque chose qu'on appelle du walling. Donc, ça va être du whale, baleine. Exactement. Donc, la plus grosse arnaque, c'est un CFO qui a fait un ordre de virement et qui pensait qu'il parlait à son CEO. C'était un ordre de virement de 25 millions de dollars. Je ne Carrément. voudrais pas être à sa place, pour Voilà. vous dire. Personne ne veut être à sa place. Et justement, il y a des IA aujourd'hui qui se mettent à la place de votre banquier. Donc, c'est des agents IA qui vont être là, vous parler avec la voix, le ton, et qui vont vous demander, bah, là, vous êtes face à quelqu'un que vous connaissez carrément. C'est pour ça que, on dit toujours, l'humain est au cœur de l'IA. Et c'est pour ça que le contact physique, pour le moment, jusqu'à ce que autre chose va sortir. Alors, j'aimerais bien poser ma prochaine question à Madame Rim Terraoui, donc chair of Hub France IA. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez, vous, qui êtes chair d'un hub aussi important que France IA? Alors, Sur la question, bien sûr. donc, nous, en fait, on travaille beaucoup sur cette thématique de l'IA et la cybersécurité avec le campus cyber et aussi dans le cadre d'un gros projet européen qui s'appelle CIBIA, parce que, comme ça a été parfaitement expliqué, en fait, aujourd'hui, l'IA a considérablement augmenté la surface d'attaque. Et ça va vraiment depuis le tout début où les données qui entraînent les modèles peuvent être empoisonnées jusqu'à la fin où on peut faire du prompt injection, où on peut en fait aller récupérer et voler les données qui ont servi à l'entraînement en allant sur les algorithmes. Donc c'est un sujet qui devient extrêmement préoccupant. Et preuve en est que le NIST, qui est le framework de référence en matière de cybersécurité, a, dès 2022, commencé à mettre en place justement des dispositifs spécifiques sur l'IA. Donc, vraiment, une préoccupation relativement majeure. Il faut bien voir qu'avec l'IA générative, notamment, ça devient tellement facile de scanner des millions de Oui. lignes de code pour aller identifier des vulnérabilités, injecter des poisons, que ça fait peur. Après, effectivement, on peut aussi voir le verre à moitié plein et Oui. dire que l'IA peut, à contrario, également, comme vous l'avez dit avec votre exemple, mais aider à détecter plus facilement les vulnérabilités, à mettre en place les patchs, etc. Merci beaucoup. Ma prochaine question à Monsieur Ziad Becha, donc CEO Clevery. Alors, directement, je vais aller dans le technico-technique. On est là un peu pour ça aussi, vu la thématique. Donc, quels sont les principaux cas que vous avez de faux positifs que peut-être vous avez réussi à réduire, peut-être grâce à l'IA, si c'est le cas pour vous? Je vais parler peut-être un peu plus en général, Oui. parce que bon, je suis pas vraiment très Oui, mais technique. vous avez rencontré
peut-être des problèmes que vous avez résolus grâce à l'IA, justement dans le cadre de votre Bon, sécurité? déjà, depuis quelques années, on a commencé à utiliser des solutions sont un peu plus sophistiquées que les solutions d'avant, c'est-à-dire les EDR, les XDR, qui analysent la partie comportementale en vue de limiter les dégâts des cyberattaques. Bon, à partir de 2022, quand on a vu surgir l'IA générative, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, les statistiques, ils disent que en 2025, 70 à 80% des attaques sont augmentées par l'intelligence artificielle. Oui. Et Combien? parmi Le pourcentage, encore de une fois? 70 à 80%. De 70 à Des, 80%. des attaques sont augmentées par l'intelligence artificielle. Augmentées. Ouais, c'est-à-dire qu'on utilise de l'intelligence artificielle dans les attaques de Pour cybersécurité. les améliorer, entre guillemets, en Exactement, améliorer mais, l'efficacité. mais ça rend les choses beaucoup plus complexes parce que même un hacker junior arrive à sophistiquer ses attaques de telle sorte à avoir un niveau de hacker senior. C'est ça le plus gros problème. Et même dans les attaques les plus simples, comme les attaques de phishing, de 2024 à 2025, il y a eu une hausse de 35% sur les attaques de phishing génératives. C'est-à-dire qu'on utilise l'IA générative pour développer des attaques automatisées avec de l'IA générative. Et ça complique encore les choses. Je reviens également sur le cas de l'une des plus grosses arnaques dont on vient de parler là, donc les 25 millions de dollars qui ont Tout à été Ça fait mal, franchement. ouais, qui ont été soutirés de l'entreprise à Hong Kong. Ouais. En fait, ils ont utilisé une double attaque. C'était une attaque de phishing avec de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, c'était un email qui est parti vers donc une assistante financière qui disait que voilà, c'est une opération secrète qu'il fallait transférer les 25 millions de dollars. Donc la dame, justement, elle a douté parce que, bon, d'un, c'est un phishing. Donc elle a douté parce que c'était pas un comportement normal de dire que c'était une attaque, un transfert secret. Et donc du coup, quand elle avait contacté son CFO, on a utilisé Teams et un deepfake pour lui confirmer que c'est une opération normale qu'il fallait la faire. Et donc, du coup, c'est une double attaque et les deux mécanismes Parce qu'il sont savait augmentés par de qu'elle allait l'intelligence artificielle. reporter à son... Exactement. Donc, si vous voulez revenir un peu à la technique, là, ce qui est encore pire, c'est qu'on est capable de combiner donc, deux technologies d'IA pour justement arriver à des fins beaucoup plus malicieuses, justement. D'accord. Et donc, ça complique beaucoup plus les choses. Et bon, heureusement d'ailleurs, si je reviens un peu sur la partie threat hunting, de l'autre côté, que l'intelligence artificielle est en train d'améliorer les choses. Et je reviens toujours donc aux statistiques, c'est que on a observé, on a remarqué que l'intelligence artificielle réduit de 40% le MTTR. Et le MTTR, c'est le Mean Time to Respond sur la partie SOC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un SOC augmenté avec de l'intelligence artificielle, on a le niveau 1 qui est augmenté par l'IA et du coup, on gagne du temps et on gagne en efficacité. Donc sur la partie, la première couche donc de protection de la surface cybernétique. Après, donc même les ingénieurs qui sont en train de travailler sur ce SOC-là, ils peuvent utiliser d'autres outils pour accélérer la détection et répondre justement et deviner où il y a le problème et réagir beaucoup plus efficacement. En quelque sorte, on marchait tous à pied, le voleur et la victime, et aujourd'hui, les deux ont une voiture, sauf que les voleurs cherchent à apprendre très vite à les conduire, Absolument. et peut-être les victimes ne comprennent pas l'importance de la... Il faut Voilà. sophistiquer des deux côtés, en fait. Voilà. Voilà, tout à fait. Vous voulez rebondir? Oui, par rapport à ce que vous dites, effectivement, il y a un point très intéressant par rapport aux voleurs, c'est qu'en plus, ils font beaucoup d'open source, eux. Et du coup, ça propage de façon amplifiée, effectivement, toutes les techniques d'attaque. Tout à fait, oui. L'open source, le fameux. Justement, ma prochaine question à Cyril. Data. On va parler data. Entraîner les modèles d'IA. On sait bien, donc, pour la cybersécurité, on a besoin d'entraîner nos modèles. Et ça nécessite l'entraînement, on le sait tous, hein, des volumes massifs de data et de données sensibles parfois. Comment utilisez-vous des techniques pour l'apprentissage fédéré, justement, et pour faire face à ce partage de données sensibles? Tout à fait. Et
La question posée actuellement par rapport et c'est une question double en fait. Il y a une première préparation des données. Ça, comment dire, c'est fait sur des données massives. Et à la fin, on a dans le modèle actuel de l'IA génératif, on a ce qu'on appelle un modèle foundation model. C'est un modèle qui est capable de répondre à beaucoup de choses, mais qui ne connaît pas vos données, ne connaît pas vos Comment ça marche? spécificités. Cette opération, aujourd'hui, le fonctionnement d'un LLM est assez simple. C'est-à-dire que c'est un algorithme 2018 à peu près sorti de chez Google. Et c'est du deep learning. Beaucoup croient que c'est une nouvelle techno, mais c'est du deep learning. Et il part de connaissances actuelles. Donc, on va exposer des connaissances qui sont déjà labellisées, des phrases, et on va enlever, cacher de l'information à l'intérieur, et on va demander à l'algorithme de faire de la reconnaissance, de compléter la phrase. Et s'il est bon, il va prendre +1. S'il est mauvais, il va revenir -1 et ainsi de suite. Et ça prend du temps pour ça. Et il va s'entraîner. C'est beaucoup plus sophistiqué que ce que j'explique, mais bien sûr. c'est ce sens-là. Contrairement aux techniques d'avant où pour entraîner sur des photos, il fallait labelliser et dire ça c'est un chat, ça c'est un chien, et ainsi de suite. Bon, ok. Ça prenait beaucoup de demandes manuelles de labellisation. Là, les données, elles sont là. Et c'est de l'auto-labellisation, puisqu'on connaît le texte par rapport à ça. À la fin, on a une foundation. Et c'est là où vous avez parlé tout à l'heure d'open source. Et là, c'est la chance pour nous. Je reviens à la Méditerranée, je reviens à la Tunisie, où on est face à cette énigmatique IA qui nous bloque pour l'énergie, pour le compute et tout. Et on dit, nous, on n'est pas capable de faire. Et bien là, on a une chance. C'est que 90% de ce qui existe comme LLM sur le monde, qui est de très bonne qualité, 90% c'est de l'open source, disponible par un clic. On peut le télécharger, Foundation, et après, l'entraîner graduellement sur une partie sur nos données. Et c'est ce qu'on préconise. Moi, je suis CTO de WeView. Actuellement, nous avons plusieurs clients qui tournent avec des LLM installés chez eux à partir d'open source. Aucune information qui ne sort de leur réseau et entraînés sur leurs données. Alors juste, réentraînés. Voilà. Un petit point, je voudrais vérifier. LLM, qui connaît les LLM, levez la main. Magnifique. Ouais, d'accord, super. Voilà. Alors, oui, Je vous ai dit, ils sont bien avertis. Alors, et ce qui est super dans ce monde, c'est que on a pris une technique qui nous permet un peu d'entraîner en background le LLM et bénéficier le jour même de la sortie des nouvelles versions de l'open source. Donc ça, c'est une chance par rapport à ça. Pourquoi c'est une chance? Parce que ça nous permet de laisser nos données en interne et de limiter le shadow AI, qui est un risque énorme. C'est-à-dire, il est interdit chez nous d'utiliser d'autres outils externes et d'envoyer les documents de nos clients et nos documents vers d'autres cieux pour s'entraîner dessus. Et surtout, que les outils qu'on utilise sont des outils made souverains, en fait, entre guillemets, parce que quand même, aller dans une bataille avec les armes et les munitions de l'ennemi, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, être dépendant de quelqu'un d'autre pour vous donner la nouvelle version, vous savez qu'entre-temps, lui, il sait tout sur toi. Voilà. Donc, Justement. cette souveraineté de données et cette capacité, et c'est une chance. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les SLM, les Small Large Language Model. Les fameux. Voilà. Des LLM, on passe ESL. Encore un acronyme. Alors, SLM, des fois, certains l'appellent Specialized Large Language Model. Specialized Language Model. Voilà, très bien. Très intéressant. Merci beaucoup. Alors, ma prochaine question à Monsieur Jalel Abdallah. Voilà. Donc, AI Act. Vous savez ce que c'est aujourd'hui. Donc, voilà. Ça va renforcer la directive, OK. Annie S2, mais comment ces cadres réglementaires influencent-ils justement concrètement la conception et l'audit des outils IA? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'audit d'outils IA. Donc, aujourd'hui, on a un acte qui s'appelle l'AI Act, et ça, c'est très bien, moi, je trouve. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera prêt, mais c'est en cours de... Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous me posez la question. Bon, je ne suis pas européen, mais je suis le gars qui va titiller un petit peu la chose. Moi, j'aime Oui. bien
C'est pour ça que je me suis tourné vers vous. Ah, ok. C'est pas que fait c'est- par hasard. Parce que c'était le sujet de mon panel hier, un petit peu. Oui. Alors, l'IA Act, qui a été un petit peu retardé, il a été retardé d'une année en plus pour être mis en place. Aujourd'hui, comme vous le savez, donc dans le monde, on a plus ou moins 3 grands blocs qu'on connaît. Donc, les Américains avec leurs executive orders, donc on innove et on verra après. Les Chinois, qu'on ne sait rien d'eux, donc on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais bon, c'est très restrictif. Et bien sûr, l'IA Act on essaie de réguler, mais on va bloquer l'innovation. Donc aujourd'hui, l'IA Act, on audite des systèmes. C'est la même chose comme le RGPD, c'est la même chose comme le HIPAA. On prend toutes les normes qui existent aujourd'hui. La plupart du temps, qui écrit ces normes? Qui crée ces standards? Est-ce que c'est des gens qui sont dans l'opérationnel ou sont des juristes et des gens qui sont plutôt, c'est pas pour dénigrer, ou des scientifiques, des chercheurs? Ça me rappelle un peu ceux qui parlent d'entrepreneuriat et qui n'ont jamais ouvert de société de Exactement, leur vie. beaucoup de gens, voilà, il y a ce genre d'exemple. Donc moi, j'ai envie de savoir qui écrit ce genre de texte. J'ai envie de savoir est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Pour moi, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il faut alors? En fait, aujourd'hui, moi, je parle de quelque chose qu'on appellerait, si j'ose dire, de l'agilité réglementaire. D'accord. Encore l'agilité qui revient. Bien sûr. Dans chaque panel. Au fait, aujourd'hui, c'est simple. On est en train de voir. Pourquoi on parle d'agilité partout? Parce que l'IA aujourd'hui, elle est en train de s'accélérer. Elle est à la vitesse de la lumière. Elle est à la vitesse d'un bullet train. Et nous, on est en bicyclette. C'est ça le truc. Merci pour l'exemple. Alors, un bullet train, je vous laisse voir. C'est au Japon, les bullet trains à 500 km par heure. Regardez-le et vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Donc, les lois fonctionnent en bicyclette. L'innovation, elle est en train de s'accélérer, mais vraiment rapidement. Et on n'arrive pas à réduire ce gap. Question, est-ce que l'IA peut aider justement à accélérer les régulations? En fait, hier, j'ai appris beaucoup de choses quand il y a eu M. Karim Instadip. Quand il a parlé. Aujourd'hui, les IA alors, j'aimerais bien voir ça. Est-ce qu'elles s'auto-génèrent ou s'auto-régulent? J'aimerais bien voir ça. Donc, c'est des choses que j'aimerais bien... Ça s'auto-améliore, voilà, c'est ce qu'il avait dit. Donc, j'aimerais bien voir ça. Mais revenons un petit peu... Aujourd'hui, juste pour corroborer, je l'ai dit dans un panel précédent, aujourd'hui, enfin ce matin, 2 IA ont eu un enfant, une 3e IA plus intelligente que ses parents. Une IA technologique et une IA linguistique. Il y a une semaine, j'ai vu même une japonaise qui s'est mariée avec une IA. On l'a vu, oui. Ok, on a eu, c'est pas, en Albanie, on a une ministre IA qui est enceinte il y a quelques mois. Elle va prendre un congé. Voilà, exactement. Donc le fameux bullet train dont on parle tout à l'heure, ça va très vite. Comment réguler tout ça? Au fait, aujourd'hui, comment réguler, c'est qu'il va falloir travailler sur du sandboxing, un petit peu, je dirais, donc les bacs à sable. Donc on innove, on essaie de voir, on teste. Ce n'est plus quelque chose pour moi il faudrait que les lois soient beaucoup plus rapides. On n'attend plus genre, oui, on sort la loi, on vote. Le temps de voter, de sortir un texte d'application, ça a changé. On est déjà à la version 3, sachant qu'on était en train de réguler version 0.1, même pas 1. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Donc est-ce qu'on doit réguler? Oui, il faut mettre des garde-fous. Comment réguler? Alors là, peut-être il faut utiliser des outils aussi pour comprendre, pour ramener des gens de l'opérationnel, ceux qui sont en train de développer, ceux qui sont en train d'utiliser, et ce n'est pas que ceux qui réfléchissent à nous mettre, oui, on a peur de la souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté de données. Oui. Je pense qu'on a dépassé la souveraineté de données aujourd'hui. En fait, tous ceux qui me disent, oui, on va pas, vos données sont déjà prises par les grands, donc vos téléphones sont espionnés, vos emails sont lus, donc n'essayez pas de... Donc, je vais mettre un peu de paranoïa, donc juste pour vous dire. Mais c'est bien, mais on va la canaliser après. Exactement. Bien. Mais aujourd'hui, c'est plutôt, je dirais, c'est une souveraineté du pipeline. D'accord. C'est comment on est en train d'utiliser cette donnée. D'accord. J'allais passer à Madame Rim Tahraoui, mais Monsieur Khaled. Monsieur Khaled Bendris, depuis tout à l'heure, son body language, vraiment, il voulait rebondir. Juste pour un peu faire une petite
comment dire, aparté par rapport à ce sujet, parce qu'on a l'impression de personnifier cette IA et qui est en train de faire des choses. Il y a des acteurs derrière qui sont en train de créer des choses. Voilà. Mais quand on ouvre le capot de la voiture et on regarde à l'intérieur, on commence à comprendre les choses et on va pouvoir innover pour ça. Par exemple, sur le projet sur lequel Awivio on vient de lancer là, et c'est une première, on l'a annoncé à Sousse, c'est une première pour nous. C'est une plateforme pour le threat hunting. Comment ça a été créé? Il y a 2 algorithmes différents, avec des LLM différents. Il y a de la génération de recommandations d'hypothèses par des algorithmes bien sophistiqués par une équipe à part qui utilise l'IA pour créer les hypothèses, comprendre, ainsi de suite. De l'autre côté, on a une équipe qu'on appelle LLM as a judge. C'est un juge qui va prendre ce que sortent les autres et qui va le casser, compléter, le faire revenir à la première. Et ils font quelques boucles, des fois 2 fois, des fois 5 fois. Et une fois qu'on a sorti ça, il y a nos experts dans notre SOC qui vont valider ça. C'est-à-dire que, si vous me suivez, c'est-à-dire qu'on a créé une accélération dans la génération d'hypothèses, dans tout ça, qui prenait 5 jours à faire ou 3 jours à faire, c'est fait qu'en quelques minutes. Mais à la fin, c'est le juge final, c'est l'humain, qui est l'expert qui, au lieu de perdre son temps. Donc voilà, c'est cette utilisation dans la souveraineté et dans aussi la fiabilité. C'est l'expert qui tamponne à la fin la situation. Excellent. Vous voulez rebondir par rapport à ça? Oui, comme on est en mode brainstorming et qu'en plus, on ne s'est pas du tout parlé avant le panel. Oui, je tout vais à fait. Réagir en vrac. Oui. Alors d'abord, je pense qu'il faut redescendre sur Terre. Ce dont on parle, ce sont quand même des modèles qui font des statistiques. C'est de la probabilité, c'est de la force brute, ça n'a rien d'intelligent, ça ne sait pas raisonner. Donc oui, on est dans un délire où des gens se marient avec des IA et je ne sais trop quoi, mais si ça montre quelque chose, ça montre surtout qu'il est vraiment urgent d'éduquer les gens sur c'est quoi cette IA, c'est quoi la bonne façon d'utiliser, comment en faire un copilote, entre guillemets, surtout comment ne pas utiliser Entre ça comme guillemets, une oui. béquille, mais vraiment, je pense que c'est la première urgence. Voilà, donc rappelez-vous, les IA telles qu'elles existent aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il n'y a pas très longtemps, enfin, j'étais à Berlin pour le sommet européen sur la souveraineté digitale. Une des annonces qui a été faite, c'est justement de monter un projet qui est non-profit pour travailler sur ce qu'ils appellent les nouvelles frontières de l'IA, qui sont des modèles. On va essayer de s'éloigner un peu justement de cette force brute qui a un coût environnemental extrêmement majeur et qui, encore une fois, n'est que de la statistique, pour aller retourner vers des fondamentaux mathématiques qui apportent peut-être un jour des vraies capacités de raisonnement. Donc ça, c'est vraiment le premier appel. Alors, le deuxième, c'est la réglementation. Oui, pour moi, elle est nécessaire. Après, les Européens, comme d'habitude, ils ont fait un monstre. Donc maintenant, il va falloir que le monstre soit progressivement transformé en quelque chose qui soit cohérent avec la vraie vie d'un data scientist qui développe un modèle et qu'on puisse le mettre en œuvre de façon très pratico-pratique. Et ça ne se fait pas comme ça. Et le troisième point, je suis désolée, je suis vraiment en vrac là. On a parlé de C'était les souveraineté. recommandations, parce que j'allais vous poser la question par rapport à vos recommandations, et vous y êtes, donc c'est bon. Ouais, sur la souveraineté. Donc, comme je disais, j'étais à Berlin pour ce sommet sur la souveraineté. Donc, pour dire à quel point le sujet commence quand même à sérieusement inquiéter. Donc, le président Macron était là, le chancelier allemand était là. Et globalement, quand on réalise que les services publics, les infrastructures qui hébergent nos services publics, les plateformes qui modèrent nos débats, les algorithmes qui filtrent nos informations sont hébergés par une poignée d'opérateurs sur lesquels on n'a aucun contrôle, Retour aux données, au interpelle. contrôle des données. Ça interpelle et il n'y a pas de réponse magique, malheureusement, à ce stade. Mais quand même, ça soulève de vrais problèmes de société et de démocratie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, avant de répondre, je voudrais juste quand même dire, par contre, il y a un paradoxe, c'est que quand on parle de cybersécurité, c'est pas forcément avec la souveraineté qu'on gère le problème de cybersécurité. Pour une raison très simple, c'est que ces fameux 4 ou 5 qui ont le monopole sur l'infrastructure et les algorithmes, ils mettent des milliards dans leur système de cybersécurité. Et d'ailleurs, c'est pas eux qui se font attaquer, c'est les autres. Hein. Donc du coup, souveraineté, ça rime pas toujours avec cybersécurité. Faut faire attention à ça.
Très, très précis et très, très, très intéressant. Ça donne une autre vision de la question. Merci beaucoup. Monsieur Ziad Becha, peut-être vos... Par rapport à la souveraineté. Oui, Alors, bon, je dirais que le problème de la souveraineté, c'est plus par rapport au big data qu'à l'IA. D'accord? Parce que, en fait, l'IA, elle est en train de traiter les données. Et le vrai problème, c'est que nos données partent ailleurs. Donc, voilà. Donc, les entreprises qui sont en train de récupérer les données, ils savent tout sur nous, ce qu'on fait, nos prétentions, nos intentions et tout. Donc, l'une des choses qui sont importantes, c'est que, en fait, les modèles d'IA s'entraînent donc sur les données. Si on regarde un peu aux chiffres et on revient un peu aux chiffres, en fait, les entreprises américaines, par exemple, les géants Gemini, OpenAI, utilisent massivement des données qui sont aux US, en Europe, et n'utilisent que 4 à 5% des données qui proviennent de l'Afrique. D'accord? Donc, déjà, bon, il y a déjà le problème de souveraineté, mais l'autre implication, c'est que les modèles d'IA ne sont pas entraînés sur nos problèmes spécifiques ou nos cases spécifiques. C'est-à-dire que si vous prenez des problématiques liées à la santé, par exemple, on n'a pas les mêmes patterns qu'aux États-Unis, forcément. d'accord. Donc, les retours que nous font les IA qui sont plus entraînés sur d'autres échantillons ne nous renvoient pas forcément les bons résultats pour notre communauté qui est en Afrique. Donc ça, de un. De deux, Très, très important. voilà, il y a quelque chose de très, très important aussi, c'est la partie énergie. C'est-à-dire, En fait, l'intelligence artificielle consomme énormément d'énergie par rapport à l'informatique classique. on de en a dizaines. parlé tout à l'heure. Voilà, Un simple exactement. bonjour, c'est combien de Exactement. micro-ondes et de frigos allumés? Donc l'intelligence artificielle consomme énormément d'énergie par rapport à l'informatique classique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, partout dans le monde, on est en train de mettre l'accent sur les énergies renouvelables. Il faut savoir que les énergies fossiles dureront 40 à 50 ans dans l'avenir. Le gaz naturel, il durera à peu près dans les 70 ans. C'est pas que ça va disparaître, c'est que l'extraction va coûter trop cher et c'est pour ça que partout dans le monde, on est en train de passe à mettre d'autres l'accent choses, des sur énergies les propres. énergies renouvelables. Et D'ailleurs, propres. Microsoft, Amazon, Google sont tous en train d'investir dans les centrales nucléaires actuellement. Et donc l'avenir, c'est l'énergie renouvelable et comme par hasard, 60% de l'énergie renouvelable se trouve en Afrique aussi. Le Donc voilà. paradoxe, comme d'habitude. Donc c'est pour dire à quel point on est bien positionné justement pour faire de l'intelligence artificielle, produire de l'intelligence artificielle qui devrait être hébergée dans nos data centers en Afrique parce qu'on a l'énergie, on a la data. La plus grande partie, donc peut-être dans l'avenir de la population, viendra également de l'Afrique. Et il y a un case que j'ai adoré récemment. Il y a une entreprise qui s'appelle Cassava Technologies qui a adressé ce problème de souveraineté numérique, justement. Ils sont en Afrique du Sud. Et en 2025, ils ont créé une solution qui s'appelle, si je ne me rappelle pas, KaiMex. Voilà. Il s'appelle KaiMex. Ils ont utilisé les technologies du edge computing. Et donc, ils utilisent les data centers qui sont en Afrique du Sud chez les opérateurs. Et une grande partie du traitement de ces données, donc pour la partie souveraineté, est traitée chez les opérateurs en Afrique du Sud. Ils ne renvoient pas le contexte au Gemini, au OpenAI, et ils ne renvoient pas la data, ils renvoient qu'une partie donc, de la data pour faire le reste du traitement chez les serveurs aux États-Unis ou ailleurs. Et ils récupèrent le résultat, ils l'appliquent au contexte qui est basé localement. Oui. Et comme ça, donc, ils sauvegardent la partie souveraineté de leurs données et ça marche très bien. Ils utilisent les data centers, ils utilisent leur énergie, ils utilisent leurs ingénieurs, ils créent de l'emploi et c'est un bon modèle, un bon mix, je dirais, pour utiliser les technologies des entreprises qui possèdent cette technologie-là, mais qui en même temps sauvegardent la partie souveraineté parce que c'est extrêmement important, parce que celui qui détient la donnée détient le pouvoir. Oui, clairement. tout à fait. Voilà. Merci beaucoup pour ces mots. Je reviens vers vous. Vous avez un mot à dire? Oui, Vas-y. allez-y. s'il y a un petit- Juste par rapport à la souveraineté et par rapport à une idée, là, en entendant un peu des deux côtés, rappelons que c'est des statistiques
c'est des maths. Rappelons qu'il y a beaucoup d'énergie et l'idée de souveraineté par rapport à la Méditerranée, par rapport à un pays comme la Tunisie, c'est de travailler, d'investir sur ce que j'appellerais l'IA frugale. C'est-à-dire si on peut travailler contrairement à contre-pied par rapport aux ceux qui achètent des GPU et tout qui investissent, ben, je suis persuadé qu'avec les compétences mathématiques et statistiques qu'on a dans le pays, Tunisie est connue pour ça. En France, on dit plus comment dire recruter un informaticien, on dit recruter un Tunisien, tellement c'est connu par rapport à ça. Oui. Et du coup, si on investit dans cette IA frugale qui tournerait sur des petits PC et qui ferait les mêmes des SLM, des Small Language Models, je pense que c'est une voie pour nous pour être souverain et sortir une nouvelle offre. Bien vu, merci. Monsieur Jalal, bon, je vais passer aux recommandations, parce qu'on arrive vers la fin de notre panel. Donc, vos recommandations, quand on parle de souveraineté aujourd'hui, des données et sécurité. Moi, ce que je dirais, c'est que la souveraineté commence où la dépendance technologique s'arrête. Veuillez répéter cette phrase, je l'adore. La souveraineté. En fait, la souveraineté commence où la dépendance technologique s'arrête. Voilà. C'est comme ça que je dis. Tout est là. Voilà. Tout est là. Merci. Oui, applaudissez, oui. C'est vraiment dans le but. Vos recommandations, peut-être? Alors, c'est dur de. Maintenant, il va falloir que je rentre dans les détails, du coup. Oui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour arrêter la dépendance technologique, concrètement? Pas forcément, hein, mais bon, j'ai besoin de vos mots. Voilà, c'est ce qu'on a dit hier, justement, dans notre panel. C'est que pour moi, ça passe quand même beaucoup par de la coopération, parce que c'est complexe. Pour arrêter la dépendance technologique, ça veut dire qu'il faut agir sur toutes les étapes de la chaîne de valeur. Donc, depuis la fabrication des GPU. Et là, l'Afrique a des atouts avec les terres rares, l'énergie, les talents, l'hébergement des données, les données elles-mêmes, avec tout l'enjeu culturel et social et linguistique que cela représente. Voilà. Mais simplement, je pense que par rapport à la puissance de feu chinoise et américaine, je doute personnellement que chaque pays arrive dans son coin. Donc, je pense que c'est typiquement le genre de projet qui nécessite de la collaboration. Et si on veut être vraiment effectif, il faut le prendre par des cas d'usage concrets. Il ne faut pas chercher à essayer de faire des cathédrales. Donc, définir vraiment des sujets d'intérêt commun pour ces pays-là et travailler dessus de bout en bout. On est parfaitement d'accord, je pense. Et on l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, dans l'un des panels, seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Alors vos recommandations, Sirhan. Rapidement, pour ajouter, ne pas répéter, je pense qu'il faut préconiser le zéro trust. Ça veut dire que jamais croire à ce qu'on vous raconte. Donc ça, c'est, je vous rappelle par défaut. Par défaut, voilà. Voilà. Donc tout ce on fait face à une IA, c'est zéro trust. Et sachez que ce qu'on appelle comme hallucination, vous connaissez tous le mot, ce n'est pas un bug, c'est une feature. C'est quelque chose qui fait partie du LLM. Ça ne va pas partir, même si elle est à 1%, elle est là. Oui, tout à fait. Et ça me rappelle un peu la proba avant, quand on a fait les maths. De la proba. Ne pas penser P2A, penser 1 moins P2B. Merci. Vos mots? Alors, moi, vos recommandations, plus exactement. Il y a quelque chose une comparaison que j'adore. Je dirais que la révolution industrielle, elle a creusé un grand gap entre certains pays. L'électricité, après 110 années, elle a creusé, elle a encore agrandi le fossé. Et maintenant, l'IA, elle va agrandir ce fossé-là, mais de manière extrêmement beaucoup plus rapide. Et donc, du coup, aujourd'hui, ici, c'est un tournant technologique qui est facile à maîtriser parce que, comme je disais, on a l'énergie, on a les cerveaux. Donc, il suffit d'avoir de la volonté et la connexion Internet, en fait. Et donc, du coup, si on sait capitaliser sur ce tournant-là, donc on peut faire beaucoup de choses, créer énormément de valeur ajoutée. Donc c'est une opportunité. Donc c'est vrai que c'est un threat avec la partie souveraineté et la partie menace de cybersécurité, mais on peut capitaliser sur cette opportunité-là pour créer énormément de valeur dans ce bassin méditerranéen et en Tunisie. Merci beaucoup.